tous, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de marque-page. Votre invité est directeur des relations publiques d'une grande institution nationale. Après avoir exercé sa plume dans la rédaction de recettes de cuisine et de déclarations sinistres pour les assurances, il signe là son premier roman. Il s'agit de Benoît Van Stavel. Il vous présente « Et si tu n'existais pas » chez City Éditions, qui d'ailleurs, on en profite pour les remercier infiniment, et notamment Slavka, qu'on embrasse bien fort. Merci à vous, chère Slavka, elle se reconnaîtra. Benoît Van Stavel, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour. Comment allez-vous, Benoît ? Écoutez, très bien, surtout si c'est pour parler d'un premier roman, je ne peux qu'aller très bien ce matin. En tous les cas, on est très heureux de vous y accueillir dans la chronique de Guillaume Sautet. Oui, vous l'avez dit, c'est votre premier roman. On va en parler en long et en large. Juste avant, on va s'intéresser à vous, pour celles et ceux qui vous découvrent. Benoît Van Stavel, racontez-nous votre parcours pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Écoutez, moi j'ai toujours aimé beaucoup lire, écrire aussi par ailleurs. J'écris beaucoup de discours pour d'autres personnes. Là, je me suis dit que pour une fois j'allais écrire à mon compte, une histoire qui comptait pour moi, après avoir lu et vu aussi pas mal de films, notamment des films de Woody Allen que j'aime beaucoup, avec ce regard un peu décalé sur l'existence, de l'absurde. Je me suis dit qu'après avoir vu tous ces films, mais aussi lu un certain nombre de livres, comme notamment de Marcel Aimé, des livres un peu sur l'absurdité du quotidien, je me suis dit qu'il était temps de prendre la plume à mon tour et d'essayer de faire rire des lecteurs, avec cette idée qu'un livre doit aussi permettre de rire, et pas seulement d'ailleurs de sourire, mais vraiment de rire dans une lecture personnelle, chez soi, dans le métro, dans un jardin, à la plage. Lire rien qu'avec un livre, ça me paraît extrêmement important. Vous avez rédigé des recettes de cuisine, notamment. Vous êtes un bon cuisinier alors. Non, j'avoue que c'était une boutade. Je trouve ça toujours très intéressant de pouvoir rédiger des choses qui touchent à des éléments très concrets, c'est-à-dire une recette de gâteau roulé. Alors j'espère que mon roman est quand même plus léger que certaines recettes qu'on trouve sur marmiton.fr. J'ai essayé de le faire. Et que des notices même parfois des notices pharmaceutiques ou des notices de montage de meubles IKEA cherchent toujours à nous donner le maximum d'éléments très précis, alors qu'en réalité on pourrait imaginer de les rédiger avec plus de consonances littéraires, plus d'humour dans ces notices qui après tout nous servent tous les jours. C'est pour ça que ce clin d'œil aux recettes de cuisine. Je ne suis pas particulièrement moi un bon cuisinier malheureusement. Donc si on vous lance un petit défi comme le maintenant, Benoît Van Stavel, si vous devez nous donner une recette de cuisine dans cette période estivale, allez, très simple. Allez, vous avez bien une recette, je suis sûr. Recette de cuisine, c'est pas estivale. Je pense qu'un plat de pâtes, ça doit être à peu près le maximum de mes capacités auxquelles je peux atteindre. Alors, en échouant quelques tomates pour lui donner l'impression qu'on est dans cette période estivale. Vraiment, c'est le maximum de mes capacités. Bon, c'est déjà pas mal, écoutez, c'est très simple. Donc voilà, vous aussi, chez vous à la maison, finalement, vous pouvez faire comme Benoît Van Stavel, un peu de pâtes, des tomates ou des pommes de terre, et ça ira très bien pour une salade estivale. Quand vous ne travaillez pas ou n'écrivez pas, quels sont vos sens d'intérêt, vos passions, qu'aimez-vous faire, Benoît ? Déjà, ça paraît pas hyper surprenant, j'aime beaucoup lire, ça c'est vraiment c'est plus. J'adore également découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles villes, de nouveaux pays en y passant un peu de temps. Donc, nous allusions dans le roman à un pays en particulier, de m'y installer comme si j'étais chez moi. C'est extrêmement important de pouvoir me plonger dans un
c'est intéressant de comprendre aussi son œuvre, c'est intéressant de comprendre pourquoi certains musiciens, pourquoi un musicien comme Lully est mort en tapant sur son pied avec son bâton de menuet. Des existences assez étonnantes, des absurdités de l'existence chez les artistes me paraissent un sujet d'intérêt pour moi assez fort. Sinon, un petit peu de sport ou un peu de cinéma, des séries, ou alors pas du tout? Les séries, j'avoue que c'est pas tellement dans. C'est pas un univers que j'ai découvert. J'ai découvert. Je crois que les seules séries à laquelle j'ai dû m'arrêter, c'est quand j'étais plus jeune, c'était la série des gendarmes à Saint-Tropez. Hein. C'est pour vous dire à quel point je suis pas très moderne sur cet aspect-là. Et pour l'aspect sportif, je sais que beaucoup de médecins expliquent que quand on fait beaucoup de sport, on arrive à un moment où le sport, on ne peut plus s'en passer. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup essayé. Je ne suis jamais arrivé à ce stade d'être drogué au sport. J'avoue que c'est quelque chose qui, chez moi, est assez lointain. Le sport n'est pas non plus un centre d'intérêt très, très prononcé. Et le sport sous le canapé, alors, pour regarder les Bleus, par exemple, la Coupe du Monde. Ça le fait ou pas? Oui, j'attends de voir comment ils progressent surtout. Hein. Ce soir, j'attends leur fin de parcours, ce qui va m'intéresser, ça m'intéressera davantage. La bibliothèque de Benoît Van Stavel, elle ressemble plutôt à quoi? Qu'est-ce que l'on peut y retrouver notamment à l'intérieur de celle-ci? Alors, je disais tout à l'heure, hein, les livres de Marcel Aimé, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. J'aime bien aussi les livres aussi un peu d'humour et d'absurdité un peu russe, notamment les livres de Gogol sont des choses que j'aime beaucoup. J'avais découvert aussi un auteur anglais très drôle qui s'appelait Connelly, qui avait notamment écrit Les vacances anglaises, N'oublie pas mon petit poulet, des livres qui étaient très imagés justement, qui étaient très drôles, qui avaient donné lieu à des adaptations cinématographiques en France. J'aime beaucoup les livres de Flaubert aussi. C'est vrai qu'avec cette narration et ces anecdotes dans ces livres, pour moi, sont très importants, ont toujours une résonance avec la période actuelle. J'aime beaucoup aussi un auteur canadien qui s'appelle Stephen Leacock, qui avait écrit notamment sur la vie d'un petit village au Canada avec ses personnages hauts en couleur. Ce sont des choses qui me plaisent beaucoup, c'est-à-dire pouvoir créer des fresques à partir d'éléments qui sont tout proches. J'ai pas forcément besoin d'imaginer des batailles intergalactiques ou des choses qui dépassent le quotidien pour se retrouver dans un univers romanesque. Parfois, le simple fait d'aller au salon de coiffure peut donner lieu à entendre des tas d'histoires extraordinaires et qui ont vraiment une part de romanesque. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire cet aspect un peu romanesque du quotidien et dans lequel on trouve beaucoup d'humour. Benoît Van Stavel, intéressons-nous à votre premier roman, sorti, on va le dire, il y a quelques jours et qui s'intitule « Et si tu n'existes pas » chez City Éditions. Comment l'idée d'écrire ce roman vous est venue et puis pourquoi un petit peu le thème de la comédie? Racontez-nous. Alors, la comédie, ça, je pense que, là, comme je viens de vous l'expliquer, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. Je veux dire, c'est pas évident de faire rire, que ce soit à travers un film ou un livre. Hein. Souvent, les choses plus tristes, on les partage tous, alors que les choses plus humoristiques sont parfois très différentes d'une personne à l'autre. On rit pas forcément toutes les mêmes choses. Donc, d'abord, c'est un challenge qui n'est pas évident, et donc c'est pour ça que je tenais à m'y atteler. Ensuite, pourquoi ce thème dans ce livre? C'est cette idée un peu qui peut être constatée chez beaucoup de jeunes trentenaires. C'est quand il arrive un moment où finalement on n'a pas construit une vie qui est comme une vie normée, c'est-à-dire une vie conjugale, avec un appartement, des enfants, des vacances à la montagne, des vacances à la mer en été. Quand on n'a pas cette sorte de normalité, on a toujours l'impression d'apparaître comme une sorte d'ovni. Il y a une question qui revient souvent, mais enfin, quand est-ce que tu vas être en train de ranger des voitures? Quand est-ce que tu vas te caser? Il est peut-être temps que tu aies une vie normale. Ce thème-là, qui est assez récurrent, me trouvait intéressant d'être traité, parce qu'après tout, il n'y a pas de normalité, personne n'est obligé de rentrer dans le rang, et au contraire, on peut y trouver dans cette normalité-là quelque chose d'assez étouffant, convoitant, et j'ai estimé qu'on pouvait en rire, au contraire, et qu'on pouvait y trouver là un motif de comédie, de vaudeville. C'est là que vous me demandiez si une BD, j'ai oublié de vous citer aussi, quand j'étais plus jeune, je me souviens que les pièces, par exemple, de boulevard, de théâtre de Jacques
Expliquez-nous comment s'est déroulée la phase d'écriture, oui, les personnages, comment ils sont arrivés, les chapitres et autres. Alors les personnages, hein, alors je vous parlais du salon de coiffure. Je Oui. pense que l'endroit le plus qui sont les plus sujets à l'imagination, c'est justement quand vous vous trouvez dans un salon de coiffure et que quand vous commencez à écouter ce que disent les gens qui sont à côté de vous dans le bac à shampoing ou sur le siège à côté, vous vous rendez compte que la vie des gens est plein de drôleries, plein de choses parfois absurdes, parfois grotesques, mais qui à chaque fois sont sujet à imagination. Si vous allez au café, de la même façon, vous entendez des choses extraordinaires au restaurant, dans les transports. Il suffit parfois de tendre l'oreille, on se rend compte à quel point la vie peut être riche de situations romanesques, d'histoires. Et moi, c'est un peu ce genre de matériaux dont je me suis saisi pour construire ce roman. C'est-à-dire que tous les personnages qu'on voit dans ce roman sont des éléments de personnages que j'ai pu saisir à droite, à gauche. La charcutière romantique, le banquier un peu douteux, le notaire angoissé, le Tristan comme ça qui cherche à construire une existence un peu normée avec beaucoup de difficultés, les familles un peu hautes en couleur. Tout ça, ce sont des éléments que j'ai saisis non pas dans une seule personne autour de moi ou dans mes balades, dans mes rencontres, mais à travers plusieurs personnes. Ça m'a permis de construire des personnages qui me paraissent être assez proches de la réalité et qui en même temps ont des éléments suffisamment grotesques et absurdes pour faire rire, je l'espère en tout cas, le lecteur. Donc c'est comme ça que j'ai pu construire mes personnages, en me baladant, en allant dans les salons de coiffure, dans les restaurants, dans les transports en commun, un peu partout où on croise finalement toute une richesse de personnalités dont on peut se servir ensuite pour faire un roman. Benoît Van Stavel, racontez-nous, vous avez commencé un petit peu à nous raconter, notamment ce personnage Tristan, mais racontez-nous en quelques mots cette comédie si féroce, si irrésistible, si délirante, enfin une recette d'humour explosive. J'ai été captivé, oui, c'est pire qu'un thriller, je vous le dis, j'ai été captivé du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que j'ai ri, bravo Benoît. Tant mieux, écoutez, en tout cas c'était le but recherché. Hein. Vous m'avez dit que vous aviez pleuré, pleuré de rire, c'est encore mieux, mais vraiment le but c'était de faire rire le lecteur. L'histoire était assez simple. Hein. L'histoire, le point de départ est assez simple. C'est un jeune trentenaire qui, ne supportant plus se voir répéter dans tous les endroits où il se rend, que ce soit à son travail, dans les repas de famille ou au sein de ses cercles d'amis, se voir répéter le moment où enfin il va leur présenter celle qui devrait partager sa vie, celle qui lui permettra d'avoir une vie normée, une vie de couple, dans un appartement, avec des vacances classiques, à la montagne, en vacances. Enfin, c'est cette façon qu'on a de lui demander à un moment donné de enfin rentrer dans le rang et d'avoir une petite amie. Il a fini par trouver ça tellement insupportable, et surtout parfois on cherche même à lui coller, à lui faire rencontrer, des rencontres arrangées, on va l'inviter à une soirée, on va lui mettre la seule célibataire du coin, en espérant que le coup de foudre opère, et en l'observant pour voir si ça va enfin marcher, ne supportant plus cette pression sociale permanente. Il a décidé un beau jour, comme ça, sans réfléchir, de s'inventer une compagne, de s'inventer la femme de sa vie, sans bien sûr la présenter, en se disant que comme ça lui donnait un peu d'air pendant quelques temps, qu'on allait enfin lui lâcher la grappe, puisqu'il a rencontré quelqu'un qu'il avait l'intention de présenter à son entourage en quelques temps. À partir de là, à partir de ce mensonge initial, ce Tristan va se trouver dans une situation invraisemblable, puisque le mensonge va se refermer sur lui, va l'obliger d'aller toujours beaucoup plus loin, pour ne pas avoir à se dédire, pour ne pas avoir ensuite à dévoiler la supercherie. Et de fil en aiguille, ce mensonge va l'enferrer dans une situation tellement inextricable qu'il va devoir trouver une solution de fuite pour éviter d'avoir à révéler la supercherie. Alors forcément, avec tous les éléments du vaudeville que cette situation peut amener, des recoupements parfois absurdes, de situations très compliquées dans lesquelles va se retrouver ce pauvre Tristan assez rapidement. Quels sont vos projets pour la suite? Les projets pour la suite, écoutez, si cet ouvrage plaît à un grand nombre de lecteurs, moi, je pourrais parfaitement envisager une suite, puisque le roman s'y prête en réalité. La continuité du roman pourrait parfaitement s'y prêter. Maintenant, j'ai plein d'autres idées en tête, puisque je vous dis, parfois il n'y a pas besoin d'aller très loin pour se rendre compte que la vie est faite de choses très drôles, et simplement à un moment donné de les coucher sur papier pour les révéler. Et vraiment, je suis très attaché à cette idée que quand on lit, on doit pouvoir être pris de fou rire, on doit pouvoir prendre un livre sans se dire bon, c'est pas grave, je garde 20 pages, ça m'ennuie, mais je verrai ensuite, c'est mieux. Non, mais je trouve que chaque page
certaines situations du quotidien, rien qu'avec un livre. Et moi, mes projets par la suite, c'est d'essayer d'écrire ce type d'ouvrage qui permet à chaque lecteur d'échapper à son quotidien et de se dire, voilà, là, je sais que je vais pouvoir enfin rire pendant plusieurs pages, pendant plusieurs chapitres. Benoît Van Stavel, passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. Plutôt chou-fleur ou brocoli? Alors, écoutez, je vais dire chou-fleur, puisque une partie de mon roman se passe en Bretagne, alors ça me paraît important quand même de valoriser l'industrie du chou-fleur. Quelle est votre plus belle rencontre? La plus belle rencontre, alors il est important que je vous le dise, c'est avec ma compagne, quand même, ça c'est extrêmement important. Et puis, en deuxième plan, probablement avec Marcel Aimé, que je n'ai pas rencontré, mais que j'ai rencontré dans ses ouvrages, et c'est un auteur auquel je suis très attaché. Si vous étiez un pays, ce serait lequel? Si j'étais un pays, eh bien, je pense probablement que je serais le Brésil, qui est aussi un des lieux où se déroule une partie du roman, parce que justement, j'aime bien dans ce pays cet aspect à la fois de fête, cette capacité à un moment donné de se déguiser pour le carnaval de Rio, et qui est parfois que la vie là-bas peut être un peu dure. Et puis c'est aussi un pays très contrasté avec des paysages maritimes magnifiques, des villes intérieures aussi qui parfois ont un peu subi les assauts du temps, sont un peu décrépites, mais on sent que là, cette décrépitude, il reste un passé riche et surtout une passion des habitants qui est très forte. Le Brésil, pour toute cette diversité de lieux, cette diversité de paysages et de personnalités, me paraît le pays qui me conviendrait le mieux. On l'a compris, votre amour pour la cuisine. Exactement, vous l'avez bien saisi, oui. Cyril Lignac ou Laurent Mariotte, tout de même? Alors, Cyril Lignac ou Laurent Mariotte? Alors, j'avoue que moi, je dirais Cyril Lignac. Allez, Cyril Lignac, c'est croquant, comme votre ouvrage. Voilà. Quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir? Écoutez, mon plus beau souvenir, alors là, au débeauté, beau souvenir, c'est probablement la naissance de mon fils, ça c'est un souvenir très, très important, puis probablement aussi la découverte de Rio de Janeiro au Brésil, qui est une ville qui m'a tellement subjugué. Le prénom masculin et féminin que vous aimez le plus, ce sont lesquels? Alors le prénom masculin, j'aurais tendance à vous dire en allusion à le prénom masculin Tristan et le prénom féminin Pénélope, les deux personnages principaux de mon roman. Et c'est d'abord parce que Tristan, c'est cette clin d'œil à Tristan et Iseult, cette histoire d'amour magnifique, et Pénélope aussi, ce clin d'œil à cette jeune femme qui attend le retour d'Ulysse pendant des années et des années, et qui est obligée de languir en attendant qu'enfin revienne son bien-aimé. C'est aussi un des clins d'œil du roman, sur ces histoires d'amour parfois qui mettent du temps à s'installer, à se construire. C'est pour ça que Tristan et Pénélope sont des prénoms, pour moi, qui sont plein de charme et plein d'histoires littéraires. Benoît Van Stavel, si vous aviez un rêve, ce serait? Alors si j'avais un rêve, écoutez, ce serait que ce premier roman puisse être lu à des millions et des millions d'exemplaires et puisse en faire une adaptation cinématographique avec des acteurs que j'aime beaucoup. Enfin, ce serait vraiment un rêve extraordinaire qui sera le plus beau rêve auquel je pourrais accéder. Mais écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, on ne sait jamais. Merci, oui. Benoît Van Stavel, rappelons que vous êtes l'auteur de Et si tu n'existais pas chez City Éditions. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez. Écoutez, c'est moi qui vous remercie et je souhaite bonne chance à la suite de vos émissions. Toute l'équipe de l'Espace des Livres et des Plaisirs de Marque-Page vous remercie de nous avoir suivis, de votre fidélité de plus en plus nombreuse. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, bel été en notre compagnie. Salut!